Comment les connaissons-nous, ces proto-berbères? Eh bien, nous les connaissons par trois types de sources. D'abord, les sources archéologiques, j'en ai parlé. Le Capsien, la civilisation capsienne, 10 000 ans, à peu près. On date le Capsien en Afrique du Nord d'il y a environ 10 000 ans. L'on connaît ces berbères par l'archéologie linguistique. Je vous ai dit que l'on date d'environ 9000 ans, donc la même date, même période, l'émergence de ces langues proto-berbères en Afrique du Nord. Donc nous avons un parallélisme tout à fait frappant entre les découvertes archéologiques et les découvertes linguistiques. Et troisième source, l'étude des peintures sahariennes. Les peintures sahariennes qui sont au nombre de dizaines de milliers. Laissons de côté les gravures. Les gravures sont fort intéressantes également, mais l'étude des gravures demande tout de même une spécialisation qui n'est pas à la portée du profane et du néophyte. Mais observer une peinture, rien n'est plus simple. Or, les peintures sahariennes ont ceci de fabuleux, qu'elles nous montrent bien quelle est la limite raciale entre les populations blanches et les populations noires dans le Sahara. Même si cette limite a varié, des territoires furent à prendre. Les uns reculèrent, les autres avancèrent, et vice-versa. Mais l'on peut dire que tout le Nord et tout le Sahara central fut le domaine de ces berbères, qui se sont représentés sur ces peintures. Et ces peintures qui sont datées, pour les plus anciennes, d'environ 7000, 8000 ans, représentent quoi? Elles représentent les morphotypes différents de ces populations berbères, avec des profils que l'on qualifie d'europoïdes, des traits non négroïdes, des cheveux longs, une figuration non pigmentée, la vie quotidienne. L'on voit vivre ces populations, l'on retrouve les tissus sur ces peintures, l'on retrouve l'origine des tissus berbères avec ces aspects géométriques. L'on voit que sur 10 000 ans, les formes artistiques qui vont se retrouver plus tard dans les tissus n'ont pas changé. Ces aspects figuratifs géométriques berbères qui aujourd'hui font l'originalité, ces sigles de la langue berbère, des langues berbères, se retrouvent déjà à l'époque. L'on voit la vie quotidienne, comment vivaient ces villages d'éleveurs, comment se faisait la transhumance, la coiffure. Dans le numéro de l'Afrique réelle qui sort la semaine prochaine, je publie des photos de ces peintures rupestres qui datent d'il y a 8000 ans, avec les coiffures des femmes de l'époque, et je donne sur la page en face de ces photos, je donne des photos de femmes de tribus berbères du Haut-Atlas avec les mêmes coiffures 8000 ans plus tard. Donc nous sommes là dans un monde tout à fait intéressant, dans une permanence historique, et nous sommes là dans un monde qui est tout à fait original, et qui est un monde qui a été occulté par l'islamisation dans une très large mesure, et qui est un monde qui cherche à renaître, mais qui ne pourra pas renaître comme il a existé, parce qu'il a profondément été perturbé par l'histoire, déjà par la conquête romaine, par la christianisation, et ensuite par l'islamisation. Alors justement, cette conquête romaine, que peut-on dire de l'Afrique romaine, de la Berbérie romaine? Alors, je ne parlerai pas de Berbérie romaine, parce que si l'on parle de Berbérie, l'on parle d'une partie de l'Afrique du Nord. Moi, je parlerai du monde de l'Afrique du Nord, s'étendant de la Libye jusqu'aux colonnes d'Hercule, c'est-à-dire jusqu'au détroit de Gibraltar. Bien, pour simplifier, disons que ces Berbères ont toujours été divisés. Nous avons un point commun entre les tribus gauloises et les tribus berbères, c'est cette division. Les berbères n'arrivaient quasiment jamais à s'unir. Et il est frappant de voir que ces tribus berbères, jalouses de leur indépendance, pas uniquement dans les zones montagnardes, mais également dans les zones de plaine, étaient en guerre les unes contre les autres, avec tout de même, dans la partie la plus septentrionale du monde berbère, c'est-à-dire dans ce qui est aujourd'hui le Maghreb, l'existence, depuis plusieurs siècles avant Jésus-Christ, de trois grands royaumes. Trois grands royaumes dont les limites varièrent, dont la permanence fut remise en question souvent, mais pour simplifier, trois grands royaumes à l'ouest. Grosso modo, sur ce qu'est le Maroc aujourd'hui, ce que l'on appelait la Maurétanie. La frontière entre la Maurétanie et l'autre royaume dont nous allons parler, c'était le fleuve Moulouya, la Mouloucha des anciens. Donc frontière géographique tout à fait claire, qui a toujours été cette Moulouya, la frontière entre le royaume du Maroc et les territoires situés plus à l'est. Immédiatement à l'est de la Maurétanie, donc sur ce qui est aujourd'hui la partie de l'Oranie et de l'Algérois, le royaume des Macéciles.
Et plus à l'est, sur ce qui est le Constantinois et la partie occidentale de l'actuelle Tunisie, le royaume des Massiles. Le royaume des Massiles. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, l'union par la force du royaume macécile et du royaume massile, donc l'union par la force de l'Oranie actuelle, l'Algérois actuel, du Constantinois et d'une partie de la Tunisie actuelle, donne naissance au royaume de Numidie. Et ces royaumes berbères vont être profondément perturbés par les guerres que vont se livrer Rome et Carthage. Vous savez que Rome et Carthage vont se livrer 3 grandes guerres, les guerres puniques au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Rome, puissance continentale, va lancer un défi à Carthage, puissance maritime. Et Rome, puissance continentale, va battre Carthage, puissance maritime, avant de se projeter en terre d'Afrique et d'écraser les Carthaginois en terre d'Afrique. Mais les Berbères participent à ces guerres. Les Berbères participent à ces guerres. L'essentiel des Berbères se trouve allié des Romains, tandis que les Carthaginois ont un allié berbère qui est le royaume des Macéciles. Et les Carthaginois, pour récompenser les Macéciles, permettent aux Macéciles de s'étendre aux dépens des Massiles. Or, le chef des Massiles, c'est Massinissa. Massinissa, le nom du gamin qui a été tué par les gendarmes en Kabylie il y a 1 mois. Vous voyez cette permanence à travers l'histoire du prénom, ce nom Massinissa, pur nom berbère que l'on retrouve aujourd'hui encore chez les Kabyles. Et Massinissa, et l'allié des Romains, va profiter bien sûr de la victoire romaine, et tout ceci fait que l'Afrique du Nord berbère est profondément divisée, car Rome va profiter des divisions berbères pour s'installer. Et Rome va romaniser. C'est évident de le dire, mais contrairement à ce que l'on a dit là encore, gardons-nous de ces images sulpiciennes de l'histoire de l'Afrique du Nord, qui sont des images qui appartiennent à une littérature désuète, dépassée, non scientifique. C'était une histoire qui était acceptée il y a 30 ans, il y a 40 ans. Aujourd'hui, nous savons scientifiquement que cette histoire est fausse. La romanisation de l'Afrique du Nord ne fut pas totale, loin de là. N'adoptons pas les positions extrémistes de Courtois qui disaient au début du siècle qu'il n'y eut pas de romanisation d'Afrique du Nord, mais adoptons une vision scientifique tout à fait mesurée qui pourrait se résumer de la manière suivante. L'actuelle Tunisie fut quasi totalement romanisée, la partie orientale de l'Algérie aussi, toute la région du Constantinois, sans les Aurès. Voilà, les Aurès qui restent un mode de résistance. De résistance et de guérilla permanent, quasi permanent. Les Aurès ne furent pas romanisés à l'exception de quelques postes militaires. À partir de la région actuelle d'Oran, un no man's land et l'actuel Maroc, c'est-à-dire la Mauritanie tingitane, ne fut quasiment pas romanisée. La ville de Volubilis n'est pas une ville romaine, c'est une ville berbère qui était déjà une capitale, une résidence princière et royale berbère que les Romains développèrent, amplifièrent, magnifièrent, mais Rome abandonne Volubilis dès le début du IIIe siècle, sous la dynastie des Sévères. Dès le début du IIIe siècle, Rome se replie sur le littoral, va garder sur l'Atlantique la région de Salé et de 2 ou 3 comptoirs, et va se replier au nord sur la région de Lixus et de Tanger. Pourquoi? Car Rome veut garantir le sud des Espagnes. La Mauritanie tingitane ne l'intéresse pas. Et là, un immense no man's land berbère, non romanisé, se maintient au sud de l'Empire romain et à l'ouest des zones romanisées de l'Afrique du Nord. Et ceci est fondamental, car il n'y eut pas de christianisation du monde berbère, de l'essentiel de l'Oranie, disons, jusqu'à l'Atlantique. Par exemple, au moment de la conquête arabe, nous en parlerons tout à l'heure, il y a 642 ou 647 évêchés dans toute l'Afrique du Nord. De la Libye jusqu'au Maroc, il y a près de 700 évêchés, ce qui donne une densité considérable d'implantation chrétienne. Eh bien, il n'y a que 2 évêchés dans ce qui est l'actuel Maroc. L'essentiel de ces évêchés se trouve en Libye actuelle, en Tunisie actuelle et dans l'est de l'Algérie actuelle. Le monde berbère de l'Afrique du Nord ouest n'est ni romanisé,
ni christianisé, ce qui va avoir des influences tout à fait considérables dans la suite des événements. Alors cette romanisation est très inégale parce que les Romains vont quadriller la partie qu'ils occupent véritablement, et dans la partie qu'ils occupent véritablement, il ne faudrait pas croire que toute la population berbère devient une population romanisée, pas du tout. La romanisation va toucher essentiellement les populations urbaines. En revanche, la christianisation, qui va se faire essentiellement après la fin, ou dans la phase de grande décadence de l'Empire romain, va toucher les milieux ruraux. Ceci est tout à fait important, parce qu'il y eut une église berbère. Et cette église berbère va s'exercer, va se développer dans le monde rural. Donc, faisons bien attention de ne pas faire de contresens sur cette question. Alors cette église va être profondément divisée par toutes les hérésies que nous connaissons, les crises, le monde berbère chrétien nord-africain est un monde profondément traumatisé à la veille de la conquête arabo-musulmane, toutes les hérésies, l'invasion des Vandales, qui en fait ne concerne que la partie la plus orientale du Maghreb, car les Vandales ne font que passer dans le reste du Maghreb. Les Vandales qui sont acquis à l'hérésie arienne et qui vont profondément détruire tout le maillage catholique de l'actuelle Tunisie, et c'est eux qui vont achever de déromaniser cette partie de l'Afrique. Et les Byzantins vont tenter une reconquête sous Justinien. Ils réussissent cette reconquête, d'ailleurs ils chassent les Vandales qui sont restés un siècle à peu près. Le général Bélisaire, qui est le principal homme de guerre de l'empereur Justinien, débarque à Carthage, et là les Byzantins vont apparaître comme un corps étranger. Ils vont apparaître comme des colonisateurs, et ils vont être en butte à l'hostilité des Berbères. Et les Byzantins ne vont quasiment pas contrôler le monde rural dans la partie orientale de l'actuel Maghreb, donc dans la seule région dans laquelle ils s'installent, c'est la partie la plus orientale de la Tunisie. Et ils vont relever les défenses, ils vont relever une partie des villes romaines, et cette présence byzantine va devenir une présence citadine. C'est eux que les Arabes appelleront les Roumis, les Roms, les Romains. Le nom de Roumi et de Romain désigne chez les premiers conquérants arabes les Byzantins. Les Byzantins, les soldats byzantins, les fonctionnaires byzantins. Et cette présence byzantine, qui va être totalement coupée des réalités berbères, ne va pas peser un grand poids lorsque va commencer la conquête arabo-musulmane. Mais effectivement, alors à partir du 7e siècle, à la fin du 7e siècle, c'est l'invasion arabe. Fin du 7e siècle, cette Afrique du Nord est totalement berbère. Elle est à 100% berbère. Il y a quelques dizaines, quelques centaines de Byzantins, il y a quelques descendants de Vandales, tout ce que l'on voudra, mais l'on peut dire que ethniquement, c'est un monde berbère qui n'a pas bougé. Et ce monde berbère va être profondément bouleversé par la conquête islamo-arabe. Nous définirons bien ces deux termes tout à l'heure, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et ce monde berbère est un monde qui va supporter le premier choc dans sa partie la plus orientale, puisque les conquérants qui viennent de prendre le nord de l'Égypte, qui viennent de prendre l'actuelle Libye, donc la Cyrénaïque et la Tripolitaine, arrivent dans le sud de la région de la Tunisie actuelle. Et là, à Sbeitla, l'actuelle ville de Sbeitla, les Byzantins font face. Et les Byzantins sont commandés par l'exarque Grégoire, qui va livrer une piètre bataille. Grégoire n'a pas de cavalerie, quasiment pas de cavalerie, il a des fantassins, et sa force sont les fortifications. Les cavaliers, les Arabes, n'ont pas de fantassins, mais ils ont une cavalerie. Il suffisait que les Byzantins attendent à l'abri de leur rempart, que le raid passe pour rester maître du terrain. Or, les Arabes vont tendre un piège dans lequel va tomber le chef byzantin. Ils vont faire semblant de reculer à la suite d'un assaut ayant échoué sous les remparts de Sbeitla, et les Byzantins vont penser qu'ils sont en déroute. Ils ouvrent les murailles, les remparts, et ils ouvrent les portes, et ils se précipitent à la poursuite des fuyards. Et là, la cavalerie est dissimulée, fait un mouvement en faux,
qui liquide complètement les Byzantins. Le chef byzantin est tué, sa fille est faite prisonnière, une défaite absolument totale. Mais cette défaite totale n'ouvre pas les portes de l'Afrique du Nord aux Arabes, car les Byzantins sont solidement retranchés dans toutes leurs garnisons. Au bout de quelques mois, les Arabes repartent vers l'Est, plusieurs tentatives ont lieu, et les Byzantins vont petit à petit être battus. Ils vont petit à petit être battus et les Arabes vont agir d'une manière tout à fait judicieuse. Ils vont comprendre que les Byzantins sont des corps étrangers dans cette partie de l'Afrique et qu'il est inutile d'affronter les Byzantins qui sont abrités derrière leurs puissantes murailles. Ils vont les isoler et ils vont s'en prendre aux Berbères. Ils vont essayer d'islamiser les Berbères de façon à isoler les garnisons byzantines au milieu d'un monde qui leur sera hostile. Et là, les Arabes se trompent dans leur analyse, car les Berbères vont résister. Et les Berbères vont farouchement résister, et les Berbères vont présenter un front, pour la première fois uni. Ils vont réussir à s'unir sous un chef qui s'appelle Kseila, qui est probablement originaire de la région des Aurès. Et sous la direction de ce chef Kseila, les Arabes sont repoussés. Ils sont repoussés plusieurs fois. Ils vont même être chassés de leur camp, qui est la ville de Kérouan. En arabe, Kérouan, c'est le camp. Plusieurs fois, Kérouan va être prise, rasée par les Berbères. Les Byzantins vont venir au secours des Berbères, mais ce sont les Berbères qui mènent l'essentiel du combat, jusqu'au moment où les Arabes vont réussir à écraser les Berbères. Ils vont réussir à prendre la ville de Carthage, donc il n'y aura plus pour les Berbères de possibilité d'un appui par une armée dite classique, et petit à petit, ils vont être réduits avec les derniers épisodes de résistance que nous connaissons bien, la Kahina, personnage mythico-légendaire, mythico-historique, on ne sait pas très bien qui elle était, l'on sait où elle est morte à peu près, les dernières résistances berbères. À partir de ce moment-là, nous entrons dans une période que l'on pourrait appeler une période très obscure dans l'histoire de l'Afrique du Nord. Nous avons 2 siècles à peu près pendant lesquels nous ne savons pas grand-chose. Ce que nous constatons, c'est qu'à la sortie de ces 2 siècles, donc vers l'an 1000, l'islam s'est étendu absolument partout. Il y eut certes des maintiens chrétiens ici ou là, mais ce fut tout à fait anecdotique. On peut dire que le christianisme est évacué de cette partie de l'Afrique du Nord. Il y eut certes des survivances, nous avons des mentions ici ou là, mais ce sont vraiment de tout petites exceptions. Mais le plus important, c'est de voir que autant les Berbères de l'Est de l'Afrique du Nord, de l'Est du Maghreb, c'est-à-dire ceux de l'actuelle Tunisie, et ceux du Constantinois, ont résisté aux Arabes, et ont résisté à l'islamisation, autant les Berbères non romanisés, c'est-à-dire les Berbères de la partie occidentale du Maghreb, et d'abord les Berbères du Maroc, se sont islamisés en quelques années. De quelle manière, nous l'ignorons. Nous sommes là dans un point totalement noir de l'histoire. Ce que nous savons, c'est que au 8e siècle, ils sont islamisés. Quand Idriss arrive d'Arabie et vient s'installer à Volubilis, qu'il va transformer en ville de Walili, les Berbères de la région sont des Berbères totalement islamisés. Et c'est pour cela qu'ils l'accueillent, parce qu'Idriss est un shérif, c'est un descendant du prophète. Alors nous allons, à partir de ce moment-là, avoir affaire à un paradoxe tout à fait étonnant, qui va surtout se manifester au Maroc. Les Berbères marocains, ils font la conquête de l'Espagne. Car ce ne sont pas les Arabes qui ont conquis l'Espagne, ce sont les Berbères islamisés, et principalement les Berbères du Rif. Et contre les Visigoths du royaume visigothique espagnol, se battaient des roux et des blonds avec des yeux bleus et des yeux verts. C'était les Berbères rifins, qui étaient islamisés, qui avaient, pour certaines unités, des commandants arabes, pas toutes, et qui étaient avec leur chef de tribu. Et c'est un monde berbère, rifin, nord-africain, marocain actuel, qui a conquis l'Espagne. L'arabisation ethnique ne va se faire que beaucoup plus tard. Alors là, j'en arrive au cœur du problème, et au cœur de la grande contradiction du monde berbère. Car les Berbères sont, et ce sont des musulmans qui repoussent le fait arabe. Car il faut distinguer 2 choses. Qu'est-ce qu'un arabe? Un arabe, c'est un habitant de l'Arabie. À l'origine, l'islam est une religion née en Arabie. Donc c'est la religion d'une partie des Arabes. Dès la conquête de l'Égypte. Est-ce qu'on peut dire que c'est une religion ethnique?
Au départ, pendant très peu de temps, pendant 10 ans ou pendant 15 ans, mais la conquête a lieu tout de suite. Dès le moment où les successeurs de Mohammed fondent sur la Perse, fondent sur la Phénicie, fondent sur l'Égypte, et dès ce moment, ils convertissent les conquis. L'islam n'est plus arabe. Mais la langue du culte est l'arabe. Donc les populations qui vont être conquises les unes après les autres demeurent ethniquement ce qu'elles étaient, mais elles vont être culturellement arabisées. C'est ce qui va se passer en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, les Berbères demeurent berbères, mais ils vont être obligés, pour le culte, d'adopter la langue arabe, ou du moins d'adhérer au phénomène culturel arabe. Mais ils vont rester authentiquement berbères. Sauf dans la partie la plus orientale de la Tunisie, où une certaine arabisation se produit, ou sauf dans certains noyaux urbains comme à Fès, Kérouan, Tlemcen, où s'installe une minorité coloniale arabe. Et il va falloir attendre le XIIe, XIIIe et XIVe siècle pour voir un début d'ethnisation arabe de l'Afrique du Nord, avec l'arrivée des 3 grandes tribus, les Beni Solahim, les Beni Hilal et les Mahil. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là. Et ce sont des Berbères qui vont les faire venir. Ce sont des Berbères, ce sont les Almohades. Les Berbères Almohades qui luttent contre leurs rivaux du Caire, et ces rivaux du Caire, pour essayer de reconquérir leur pouvoir, vont envoyer des tribus arabes vers l'ouest. Les Almohades vont battre ces Arabes. Après les avoir battus, ils vont les intégrer dans leur armée. Ils vont les ramener vers l'ouest. Ils vont les installer dans les plaines de la région de Guersif, Oujda, c'est-à-dire dans toute la vallée de la Moulouya. Ils vont les installer dans toute cette région qui mène jusqu'au Tafilalet. Ils vont surtout les faire passer en Espagne. Ils vont les faire passer en Espagne pour le djihad contre la Reconquista. Ce qui fait que c'est à partir de ces périodes que l'on commence à voir une arabisation ethnique de l'Afrique du Nord. Alors, toute la question est de savoir quel était le rapport démographique. Combien étaient les Berbères et combien étaient ces Beni Solahim, Beni Hilal, etc. L'on pense que ces envahisseurs arabes n'étaient pas très nombreux. Ils devaient être entre 150 et 300 000. Alors 150 et 300 000, si les Berbères sont 10 millions, ça ne compte pas. Si les Berbères sont 3 millions, c'est déjà plus important. Alors ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, par les études de la génétique, qui ont été faites toujours par l'UCOT, l'on sait que le fond berbère est quand même excessivement dominant dans toute l'Afrique du Nord, dans tout le Maghreb. Toute l'Afrique du Nord et surtout dans le Maghreb, avec des taux qui sont les mêmes en Algérie et au Mali. Le résultat est qu'aujourd'hui, l'Afrique du Nord est encore très largement berbère. Elle est composée en fait de 3 populations, cette Afrique du Nord. Un vieux fond berbère authentique, qui s'identifie et qui s'affirme berbère, car il est culturellement berbère, car il parle l'une ou l'autre de ces langues berbères. On peut dire que 60% des Marocains, minimum, 60% minimum, sont rattachés à ce groupe. En Algérie, 25% à peu près de la population. En Tunisie, beaucoup moins. Ensuite, une petite minorité d'Arabes. Toute petite minorité. Plus importante en Tunisie, moins importante au Maroc. Une minorité d'Arabes qui ne dépasse pas, si l'on faisait une étude anthropologique, qui ne dépasse pas 15% de la population. Grande masse de la population qui est composée de berbères arabisés qui se croient arabes. Et vous avez aujourd'hui, dans des régions importantes de l'Algérie et du Maroc, des berbères morphotypiquement berbères qui pensent qu'ils sont arabes, qui ont des généalogies qui se rattachent aux tribus arabes conquérantes, Beni Mahil, Beni Solahim et Beni Hilal dont je parlais, et qui pensent qu'ils sont arabes. Donc paradoxe tout à fait étonnant. Il y a 15 jours à Alger, lorsqu'il y a eu cette grande manifestation berbère, et lorsque ces manifestants berbères ont été attaqués par les sicaires du régime en place, au cri de « dehors les berbères, retournez en Kabylie », eh bien, les 9/10 de ces manifestants qui se croyaient arabes étaient des berbères.
Des Berbères qui ont perdu leurs racines berbères, et qui pensent qu'ils sont d'origine arabe, mais qui sont des Berbères ethniques, mais qui ne sont pas des Berbères de langue. C'est un phénomène très compliqué, et c'est un phénomène très complexe, et qui ne peut se comprendre, bien sûr, que si l'on étudie cela à travers le prisme, l'approche historique. Alors la grande différence qui existe entre les Berbères du Maroc et les Berbères de l'Algérie, ceux que l'on appelle d'une manière erronée les Kabyles, parce qu'effectivement, le Kabyle n'est pas un terme berbère, il faut parler, alors que les Berbères de l'Algérie et ceux du Maroc, c'est que, n'oublions pas que les trois grandes dynasties marocaines étaient berbères. Les Almoravides, berbères sahariens, mais berbères. Les Almohades, berbères du Haut-Atlas. Et les Mérinides, également des berbères du monde de la montagne. Donc ces trois grandes populations, ces trois grandes tribus, ces trois grandes confédérations ont créé des empires. Ayant créé des empires, eh bien, il y a eu des mélanges raciaux, des brassages raciaux, car le Maroc s'étendait jusqu'au fleuve Sénégal, s'est même étendu plus tard jusqu'à Tombouctou, le Pachalik de Tombouctou. Et le commerce transsaharien était un commerce qui portait également sur les esclaves. Ce qui fait que plus l'on descend vers le sud dans l'Atlas, et plus les Berbères du sud sont foncés, parfois même noirs, et dans tous les cas très cuivrés de peau. Et plus on remonte vers le nord, et moins on est en présence de Berbères ayant participé au grand commerce transsaharien, et plus on est en présence de Berbères totalement blancs, d'où les Rifains, d'où les Kabyles. Un ensemble de pays entièrement musulmans est très largement arabisé, au point que la majeure partie de la population se dit et se croit d'origine arabe. Nous sommes tout à fait une question historique. Et Gabriel Camps posait vraiment bien cette question, car en fait, le grand problème est que face aux populations d'Afrique du Nord, nous pensons que nous sommes en présence d'Arabes. C'est faux. Nous sommes en présence de deux types de populations. Soit de Berbères qui sont restés ethniquement des Berbères, soit de Berbères racialement entre guillemets Berbères, qui sont culturellement devenus arabes. Mais il n'y a pas d'apport de population arabe, ou très peu. Et aujourd'hui, l'arabisation intellectuelle est telle que des familles qui sont morphotypiquement d'origine génétique berbère croient qu'elles sont d'origine arabe, car leurs ancêtres sont rentrés dans des kabylas arabes, et selon le principe cher aux populations d'Arabie, lorsque l'on entre dans une famille ou lorsque l'on entre dans une parenté ou parentèle, l'on adopte la généalogie. Donc c'est tout à fait de bonne foi que des gens qui sont en fait des berbères génétiques pensent qu'ils sont des arabes en récitant leur généalogie arabe.